Il est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé les travaux ce matin du premier Conseil des ministres de l'année 2024. De l'actualité nationale toujours, signature d'une convention tripartite pour le projet Zéro Bidonville. Et dans l'actualité internationale à Gaza, donc les bombardements et les combats se poursuivent. La situation sanitaire est désastreuse dans la bande de Gaza selon l'OMS et l'ONU. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres ce matin, le premier conseil de cette année 2024. 3 questions étaient à l'ordre du jour de cette séance. Écoutons pour plus de précision le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première session du Conseil des ministres en ce mardi 9 janvier 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 questions. La première question concerne un projet de décret portant digitalisation du système de suivi et évaluation des plans nationaux de développement. Ce projet de décret a pour objet d'instituer une plateforme de suivi et évaluation des plans nationaux de développement et des projets sectoriels. Cette plateforme sera opérée par la direction de l'économie. Elle permettra une amélioration du système de suivi-évaluation des politiques publiques dans le cadre de la vision 2035 et des plans quinquennaux en découlant. Elle constitue aussi un outil complet et entièrement adaptable pour répondre aux besoins de la chaîne de planification, de suivi et d'évaluation d'impact des programmes de développement inscrits dans les différents plans nationaux et dans les projets sectoriels. La plateforme sera ouverte au public. Le présent projet de décret permet donc la mise en place d'un comité de pilotage comprenant l'ensemble des parties impliquées dans la conception et la mise en œuvre de programmes nationaux de développement sous la coordination de la direction de l'économie et du plan. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant charte de déontologie applicable aux membres du comité de règlement des différends. Ce projet d'arrêté a pour objet d'approuver et rendre exécutoire la charte de déontologie applicable aux membres du comité de règlement des différends, au secrétariat et aux rapporteurs du comité. La présente charte résume de nombreuses règles de base applicables aux activités du comité de règlement des différends. Ainsi, les membres du comité, les agents du secrétariat technique et le rapporteur sont astreints à respecter pendant la durée de leur fonction à l'obligation de la neutralité et de l'égalité du traitement à l'égard de toutes les personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations professionnelles. Ce texte va participer au renforcement de la discipline et du professionnalisme des membres du comité de règlement des différends et complète donc le dispositif réglementaire tout en apportant des assurances, en particulier aux entreprises. La troisième question concerne un projet d'arrêté accordant la distraction d'une parcelle de terrain au profit du port de Djibouti SA. Il est fait distraction du titre numéro 15213, souscrit au livre foncier au nom du port de Djibouti SA, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 187 000 m². La dite parcelle de terrain distraite fera l'objet d'un nouveau titre foncier au nom du port de Djibouti SA. Sur la question régionale et la situation qui prévaut donc entre l'Éthiopie et le Somaliland et la Somalie, concernant le MOU qui a été signé le 1er janvier entre l'Éthiopie et le Somaliland, en sa qualité de présidence tournante de l'IGAD, la République de Djibouti suit de près cette tension qui s'en est suivie entre la Somalie et l'Éthiopie. Djibouti a déjà diffusé un communiqué hier appelant à la désescalade et à la baisse de la tension. Djibouti a rappelé l'importance du respect du principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie. Et Djibouti donc poursuit toujours ses consultations avec les États membres afin de parvenir à une sortie de crise dans cette affaire.
Diplomatie à présent, Ibrahim Bile Douale a présenté ce matin ses lettres de créance à M. Tharman Shanmugaratnam, président de la République de Singapour au palais Istana, résidence officielle et bureau du président de la République de Singapour. Avant la remise formelle de ces lettres de créance, le nouvel ambassadeur djiboutien a eu l'honneur de passer en revue protocolaire, haut en couleur, une unité de la garde d'honneur nationale appelée localement Istana Ceremonial Guard. Cette cérémonie marque officiellement l'accréditation d'Ibrahim Bile Douale en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Djibouti en République de Singapour avec résidence à Tokyo. Au cours de cette audience, le président de la République singapourien et son hôte djiboutien ont eu un entretien fructueux axé essentiellement sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et notamment la nécessité de travailler ensemble sur des projets de développement économique dans des domaines d'intérêt commun. Et M. Tharman Shanmugaratnam a loué les actions diplomatiques du président Guelleh, notamment son rôle dans le maintien de la paix dans notre sous-région. Le ministère des Affaires sociales et de solidarité, l'agence Aroulos et l'ONG Ar-Rahma ont procédé à la signature aujourd'hui d'une convention tripartite au siège du ministère des Affaires sociales. La secrétaire générale du ministère, Amina Ahmed Dawarsama, a présidé l'événement en présence du directeur général d'Aroulos, Abdulrahman Ali, et du directeur général de l'ONG Ar-Rahma, Abdulghani Ismail Al-Qourachi, et le représentant de l'ambassade de Koweït à Djibouti, ainsi que des cadres respectifs des institutions concernées. Cette convention, au cœur du projet intégré Zéro Bidonville, est une initiative majeure visant à améliorer de manière durable les conditions de vie dans les quartiers précaires de Djibouti. Le ministère des Affaires sociales, responsable de la mise en œuvre des activités de développement communautaire, offre un accompagnement social aux populations via des formations professionnelles qualifiantes pour 100 jeunes issus des quartiers impactés par le projet, à savoir le quartier Balbala Ancien. Et dans le cadre de ce partenariat, le ministère des Affaires sociales et de solidarité collabore avec le complexe Ar-Rahma, reconnu pour son centre de formation de référence dédié aux jeunes. Les formations proposées par le centre de formation Ar-Rahma couvrent un éventail de compétences comprenant la menuiserie aluminium, la soudure et électricité, couture et broderie, installation sanitaire, carrelage et pose de pavés, ainsi que la mécanique automobile. Et cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de protection sociale du ministère, mettant au cœur de son action l'autonomisation des populations vulnérables et la graduation économique. Suivons à présent l'intervention du directeur général de l'agence Aroulos. Depuis plusieurs années maintenant, nous sommes engagés avec le ministère des Affaires sociales et de solidarité et également le ministère de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat ont signé une convention de partenariat pour justement mettre en œuvre dans les activités de mise en œuvre du programme Zéro Bidonville. Le programme qui a déjà commencé à travailler dans le quartier de Balbala Ancien et que nous allons étendre maintenant dans notre quartier de Balbala Nord et également de la commune de Boulaos. Alors dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, il y a différents volets. Il y a le volet qui concerne le relogement des ménages qui sont impactés par les opérations de restructuration des investissements. Il y a également les opérations physiques et les investissements physiques qui sont entrepris dans les quartiers de Balbala, notamment à Balbala Ancien. Et bien entendu, il y a le volet qui est le volet de la création d'emplois. Alors, lorsqu'on parle de création d'emplois, il est évidemment lié à la formation qu'on doit délivrer aux jeunes dans le cadre de ces activités-là. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux, bien entendu, d'accompagner le ministère des Affaires sociales et de solidarité qui travaille dans le cadre de cette activité à l'accompagnement social et à l'encadrement des jeunes, à financer les formations qui seront dispensées pour les jeunes hommes et pour les jeunes filles qui sont issus du quartier de Balbala Ancien, qui est la première opération pilote qui est financée par la Banque mondiale dans le cadre du projet intégré de réduction des bidonvilles. Et de son côté, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités s'est réjouie de la signature de cette convention. Comme vous le savez, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a pour mandat de faire reculer la pauvreté dans notre pays. Nous avons une stratégie de protection sociale récemment validée auquel il y a 3 axes importants. Donc le premier axe, c'est comment accompagner les familles pauvres pour assurer la sécurité alimentaire. Le deuxième axe, c'est comment travailler avec ces familles pauvres pour les rendre autonomes. Et un troisième axe, d'intervenir en cas où il y a des catastrophes ou de chocs, des inondations, suite bien sûr au changement climatique auquel le pays affronte ces derniers temps.
Donc par rapport à la mise en œuvre de la stratégie aussi, nous avons beaucoup de partenariats avec l'ensemble des différents départements, mais également des partenaires techniques et financiers, parce que la question de la pauvreté, elle est transversale. Donc aujourd'hui, c'est avec Arilos et avec Arrahma auquel on a signé cette convention pour intervenir dans le quartier de Balbala pour aider ces jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Donc pourquoi ces jeunes? Parce que il y a plusieurs travaux que Arilos, dans le cadre du projet PIRB, sont en train d'être exécutés. Donc il est temps également aussi de réfléchir comment on pourrait donner des opportunités d'emploi à ces jeunes de quartier. Avant, bien sûr, de penser à cette formation, nous avons élaboré fait une étude des profilages dans ces quartiers pour comprendre les besoins de la population, mais surtout le besoin de la jeunesse de ce quartier. Donc, ce qu'il est ressorti, il est ressorti que les plus diplômés s'insèrent plus facilement que les gens qui n'ont pas de diplôme. Le taux de chômage est très élevé quand les jeunes n'ont pas assez de compétences. Soit ils ont quitté l'école à partir de 3e ou en terminale et du coup, ils n'arrivent pas à se vendre sur le marché du travail. Donc c'est pour ça que dans le cadre du projet PIRB, la composante ingénierie sociale, ou que nous on appelle inclusion productive, on s'est dit il faut donner des compétences à ces jeunes pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché du travail, pour qu'ils puissent... Et concernant la météo dans la capitale et certaines des régions du pays, c'est la saison des pluies, de saison fraîche et des fines pluies qui commencent. Ces pluies ont arrosé aujourd'hui la capitale et certaines régions comme Tadjoura ce matin. Et dans la capitale, les précipitations fines ont touché certains quartiers comme le secteur du Héran et des quartiers populaires du centre de la capitale. Des flaques d'eau sont visibles par endroits et les services chargés de la gestion des eaux de pluie sont mobilisés. Et pour les prévisions, selon le service de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux demain sur le littoral et la partie sud-est du pays. Et dans l'après-midi et la soirée, le ciel deviendra généralement peu nuageux sur l'ensemble du territoire. Et à présent, dans une étape décisive vers la modernisation de ses services administratifs, Djibouti a inauguré le centre de services aux citoyens, appelé CSC, au sein de l'agence postale d'Enguela. Cette initiative vise à rendre l'administration plus accessible et inclusive pour tous les citoyens. Ce nouveau centre de services aux citoyens représente un pas significatif vers une administration moderne et équitable. La suite dans cette séquence. La Poste de Djibouti, par la taille de son réseau et de ses activités purement inclusives, s'est montrée un acteur incontournable dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement sur la modernisation de ses institutions, notamment le rapprochement entre l'administration et les administrés. Et pour ce faire, la Poste de Djibouti a eu l'initiative de créer un centre de services aux citoyens dans son agence de services à Enguela. Ces centres vont regrouper plusieurs antennes représentant toutes les institutions publiques et parapubliques offrant directement des prestations à la population. Inauguré par le ministre de la Communication chargé de la Poste et des Télécommunications, Redouane Abdillahi Badan, et le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed, le centre de services aux citoyens marque une étape significative dans le cadre du projet de modernisation de l'administration publique. Lors de la cérémonie inaugurale, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Meidal, a déclaré que la Poste de Djibouti, avec sa proximité historique avec la population, décida d'être un carrefour entre l'administration et les usagers. La ville de Djibouti grandit, donc il fallait permettre aux citoyens de pouvoir aller dans un lieu qui n'est pas très loin de leur domicile pour pouvoir récupérer un document administratif quel qu'il soit. À partir de là, la poste ou les postes ont été le service public le plus adéquat pour ce projet. La Poste de Djibouti dispose de 11 agences sur tout le territoire, dont 5 dans la capitale de Djibouti. Historiquement, ces agences sont présentes depuis une bonne 50aine d'années. Cette proximité avec les citoyens et avec les Djiboutiens fait que les postes sont les partenaires principaux, on va dire, des établissements publics. Notre rôle est d'être un carrefour pour les citoyens et pour les usagers.
Ces dernières années, la Poste de Djibouti n'est plus qu'un simple service de livraison des courriers. L'institution a multiplié les innovations pour offrir aux Djiboutiens de services de qualité et sûrs. Et le ministre de la Communication a félicité la Poste de Djibouti pour son classement au rang de 59e mondial et 10e place sur les 54 que compte le continent africain. Et pour concrétiser son engagement d'appui, les institutions étatiques ont déconcentré leurs services pour rapprocher leurs prestations à la population. La Poste de Djibouti s'est donné l'ambition de procéder à la modernisation de l'ensemble de ses produits. Et ceci a eu pour conséquence le score réalisé par la Poste de Djibouti dans le classement annuel des services postaux de l'Union postale universelle. Ces classements réalisés par le cabinet international d'audit et d'expertise des postes dans le monde a mis la Poste de Djibouti au 59e rang mondial et 10e poste africaine sur les 54 opérateurs postaux que compte le continent. C'est excellent comme résultat, monsieur le directeur général. La mise en place d'un centre de services aux citoyens, CSC, a été conçu dans le cadre du projet de modernisation de l'administration publique. Ce centre, le CSC, entend devenir une interface concrète et physique entre l'administration et les citoyens. Il s'agit d'un espace où les citoyens pourront accéder aux services numériques via la plateforme de l'administration numérique www.igouv.dj, mais aussi aux services non dématérialisés à partir de leur lieu de domiciliation, du lieu de travail, etc. Et dans ce cadre, la Poste de Djibouti a signé un accord de partenariat à la Direction générale de la population. Et dans ce sens, la Poste de Djibouti a par référé également un accord de partenariat avec l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Le directeur général de la Poste de Djibouti a conclu également un accord similaire au procureur général de la République. Après Ngela, la Poste de Djibouti compte étendre le centre des services aux citoyens dans toutes ses agences qui comptent 11 agences sur l'étendue du territoire national, dont 5 dans la capitale. Direction le sud du pays à présent, sous l'égide du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, en étroite collaboration avec le conseil régional et les forces armées djiboutiennes. La ville d'Ali Sabi a entrepris la plantation de centaines d'arbres de diverses natures aux abords de ses artères principales. Cette campagne ambitieuse de plantation d'arbres s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement. Il s'agit là de revitaliser la nature et à favoriser un environnement sain pour la région. À travers cette initiative d'embellissement de la ville, les autorités régionales se sont engagées à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la dégradation de l'environnement. La plantation d'arbres en est une preuve concrète. Ces opérations de plantation d'arbres ont été menées conjointement par la préfecture et le conseil régional. Les deux institutions ont récemment mis en place une entité spécialement dédiée à la réalisation de ces activités environnementales et de l'entretien des plantes. Et pour que cette campagne d'arbres soit une réussite, il est nécessaire de sensibiliser la population de la ville sur les bienfaits d'une ville pleine d'arbres. Et enfin, à Dikil, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les éléments de la douane de Dikil, en collaboration avec les forces de police militaire de Galafi, région de Dikil, ont intercepté à proximité de Galafi une importante quantité de cannes de contrebande en provenance de l'Éthiopie lors d'une fouille au poste frontalier. Et la marchandise donc saisie était camouflée dans des gros camions et les douaniers ont découvert la cachette et ont saisi le produit. Et la marchandise saisie à cette occasion a été composée de colis de khat d'une quantité très importante. Cette importante quantité a été détruite par la suite par le feu, comme la procédure standard l'exige, en présence des responsables de la douane, de la police et des militaires du poste de Galafi, situé donc à la frontière avec l'Éthiopie de la région de Dikil. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Les combats se poursuivent sans relâche dans la bande de Gaza, alors que cela fait tout juste 3 mois que la guerre entre Israël et le Hamas a débuté. La situation sanitaire est désastreuse dans la région, poussant de nombreux habitants à fuir. Et après les attaques menées par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier, qui ont fait 1140 morts, l'État hébreu a juré de détruire les Palestiniens. Environ 250 personnes ont aussi été enlevées et une centaine a été libérée lors
lors d'une trêve fin novembre. Et d'après le ministère de la Santé du Hamas, 22 722 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis le début de la riposte israélienne. Et selon l'UNICEF, la survie d'1,1 million d'enfants est menacée dans la bande de Gaza en raison des combats, de la malnutrition et de la situation sanitaire désastreuse. Et la guerre ne touche pas que Gaza. En Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, un raid des forces israéliennes a coûté la vie à 6 Palestiniens à Jenin, selon l'autorité palestinienne. Et nous restons à Gaza. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur la situation dramatique du système de santé. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré son homologue palestinien Mahmoud Abbas au palais fédéral du Caire hier. Selon l'agence de presse palestinienne, les dirigeants se sont entretenus au sujet des derniers développements en Cisjordanie, occupée et dans la bande de Gaza, soulignant la nécessité de mettre fin à l'offensive israélienne contre le peuple palestinien à Gaza. L'hôpital Al-Aqsa est débordé. Le coordinateur des équipes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé alerte sur la situation dramatique du système de soins dans l'enclave palestinienne. Plus de 22 800 Palestiniens ont été tués et plus de 58 000 blessés depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, selon des estimations du ministère palestinien de la Santé qui précise qu'environ 2 tiers des personnes tuées sont des femmes et des mineurs. Dans l'actualité internationale toujours, la première ministre Elisabeth Borne a remis hier sa démission du gouvernement au président Emmanuel Macron qui l'a accepté. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée. Et le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, le président Emmanuel Macron a nommé son successeur Gabriel Attal, jusqu'alors ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Il devient le plus jeune premier ministre de la Ve République française à 34 ans et le premier ouvertement du gouvernement. Suite à cette nomination, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal est arrivé aujourd'hui à pied à Matignon où il a pris la succession d'Elisabeth Borne avec laquelle il a entamé un entretien avant la passation des pouvoirs. Après leur discussion, ils se sont exprimés devant une foule dans la cour de l'hôtel de Matignon. Gabriel Attal a commencé ses remerciements en évoquant le mot à la bouche de tous les médias français. Le plus jeune président de la République a nommé le plus jeune Premier ministre. Il voit dans ces décisions un symbole d'audace et de mouvement. Et enfin, la fusée privée doit déposer sur la Lune du matériel scientifique pour la NASA et disperser des cendres et de l'ADN de dizaines de personnes. Plus de 50 ans après la dernière mission Apollo, une fusée américaine a décollé vers la Lune. Et pour la première fois, il s'agit d'une fusée privée, le Vulcan de United Launch Alliance. À son bord, l'alunisseur Peregrine d'Astrobotic Technologies a pour objectif de déposer sur le satellite de la Terre du matériel scientifique utilisé par la NASA, mais aussi de disperser les cendres ou de l'ADN de dizaines de personnes, dont celle du créateur de la saga Star Trek, Gene Roddenberry. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.